Toujours la croix et la manière pour ouvrir cette porte qui... Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, ça va. S'il vous plaît. Excusez. Sur la gauche. Donc vous allez à gauche, vous regardez pas ce qui se passe à droite, vous allez directement au point gauche. Voilà, voilà. Alors, suivez-moi. Nous sommes en Flandre, et la Flandre, puisque à l'époque on a une disposition qui est dans l'autre sens, aujourd'hui c'est d'est en ouest, mais au Moyen-Âge c'était du nord au sud, et la Flandre va de... Allez, ça. Si, mais ça va, ça se fait pas. Ouais, il manque pas en courant. Alors, regardez ce Bollewerk. Alors, le Bollewerk, on défend vers l'extérieur, mais on défend vers l'intérieur. Ça veut dire que si jamais un ennemi rentre ici, il est pris par les feux des personnes qui vont tirer sur lui. Alors, à quoi ressemblait le château? Vous avez ici le plan général du château. Alors, plan général du château, l'enceinte dans son entièreté, le Bollewerk. La première implantation officielle qui a eu lieu sur ce monticule, c'est dès le IVe siècle. On a une implantation religieuse. Et donc ce sont d'abord des moniales qui vont s'installer, puis après on va avoir des abbés. Et ces abbés... On a des petites légendes et des choses qu'on ne sait pas. C'est cette porte-là, par exemple. État de construction. Premier état de construction, c'est toute la partie en pierre qui est ici. C'est le donjon. 15e. Alors le donjon, c'est en dessous de la tour la plus haute des tours pointues. Et on le verra quand on arrivera par la droite. C'est la partie en pierre, c'est la partie la plus ancienne, c'est la partie défensive. C'est là où le seigneur réside. Vous connaissez peut-être en France l'architecte français qui est très présent au 19e siècle, Viollet-le-Duc. Et bien ici, on a un architecte qui s'appelle Parent, qui est en fait un élève de Viollet-le-Duc. Et qui va travailler exactement sur la religion, a été chassé du site. Mais, en conscience diront certains, en échange, le prince de Ligne a assez fait financer l'église de la ville d'Antoine, qui est sur la place. Vous allez voir en passant. D'où le fait qu'on a une église qui est assez disproportionnée par rapport à la taille de la ville. Une très grande église, alors qu'il n'y a pas énormément de paroissiens d'habitants. Bon, ici on avait une très belle église. Maintenant ce qu'on a, c'est un bâtiment du 19e en briques et pierre de France.
pas tout à fait le même style. Mais alors, faut vous imaginer qu'on arrive au deuxième étage de la tour, directement. Vous rapprochez, non, vous ne marchez pas sur le... Voilà. Alors, un peu de généalogie médiévale et qui va être le seigneur de la région. Alors, les armoiries actuellement sont connues parce que c'est les armoiries de la ville d'Antoine. Le duc d'Antoine, le dernier était d'Antoine, en XIIIe siècle, XIVe siècle, ne va avoir malheureusement qu'une seule fille. Cette fille s'appelle Isabelle d'Antoine, et donc cette fille va se marier avec Jean de Melun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à cette époque-là, la famille d'Antoine disparaît. Il n'y a plus de descendance masculine, donc la famille d'Antoine n'existe plus. Si quelqu'un se prétend être seigneur d'Antoine actuellement, c'est le troisième de Melun dans la lignée, qui est Jean de Melun. Alors, il y a quelque chose de particulier, c'est que Jean de Melun, il a été, c'est sa pierre tombale qui se situait dans l'église, et il a été représenté entre deux femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça aussi, c'est pour un peu casser les idées reçues sur le Moyen-Âge, c'est qu'en réalité, il a eu deux femmes successivement. Et pour montrer qu'il est mis autant la première que la seconde, le sculpteur a mis les mêmes traits aux deux femmes pour ne pas montrer qu'elle avait une qui l'aimait plus. Vous allez me dire, c'est un peu voyant. Parce qu'on a le système de la féodalité avec le seigneur et ses vassaux, le suzerain et ses vassaux. Lorsque le seigneur, en l'occurrence le roi de France, convoque l'os, on va dire l'équivalent de la cimetière actuellement, pour aller faire une bataille, il a besoin de voir qui va répondre. Son grand-père, son arrière-grand-père et son arrière-arrière-grand-père sont forcément tous des deux Melun. Pour se représenter par cette armoire ici. Sa maman, c'est pas une deux Melun, sa maman c'est une Luxembourg. Sa grand-mère, son grand-père maternel sera une Luxembourg aussi, arrière-grand-père maternel Luxembourg, ainsi de suite. Par contre, sa grand-mère maternelle ne sera pas une Luxembourg, mais sera une foi. Cette fois dont le papa est foi, dont la maman, je ne sais plus lire, dont la maman pardon, sera une groupée, etc. Donc on a vous les comptez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 quartiers de noblesse. Quand on dit montrer vos quartiers de noblesse, en fait c'est ça, c'est montrer l'ensemble de la comment dire, voilà, le taureau. Alors, on a les armoiries de Melun, et lui, dans son cas, puisqu'on est à la transition entre la famille d'Antoine et la famille de Ligne, il a la particularité de porter les doubles armoiries. Donc il porte les armoiries de Melun, les besants d'or sur fond azur, et l'armoirie d'Antoine, le lion d'or, sur fond rouge. Alors autre chose aussi que vous allez voir facilement sur les pierres tombales, c'est que les hommes sont toujours, très souvent représentés avec à leurs pieds un lion, symbole de la force et du courage, on l'a là. Tandis que les femmes, elles auront à leurs pieds un petit chacun, symbole de la fidélité. Voilà. Alors, c'est important ça parce que maintenant, on va aller au château. Vous connaissez bien votre temps. On se parle ici, on est au deuxième étage de la tour. On passera deux ans après, vous allez voir différentes. Le corps de logis et la tour, et tout ce qui est en briques rouge foncé, c'est la partie 19e néo-gothique. Alors par où on rentre dans le donjon à votre avis? Où est l'entrée du donjon? Certainement encore une ouverture avec un truc bizarre, ben oui, de fait. En fait, l'entrée du donjon originale, elle est là. Allez. Vous voyez la partie qui est là. Qui est en hauteur là. En hauteur. Vous voyez, il y a une pierre tenue par de l'acier. En fait, c'est le contrepoids d'un pont-levis. Donc là, il y avait un pont-levis. Et je vous ai dit, retenez en mémoire l'escalier qui est là. On rentre par ici. Je suis reconnu guide touristique. Ici, on est assis sur des grosses ressources. Et nous exportons notre eau
en Flandre et nous exportons notre eau aussi dans la partie wallonne du territoire. Parce que dans le vent, on a une quantité d'eau importante. Et donc ici, on avait une source. Cette citerne se remplissait automatiquement. Pourquoi est-elle vide? Parce qu'on a creusé des carrières à plus de 80 mètres de profondeur. Donc on a fait ce qu'on appelle un ravatage de nappe. Le niveau de la nappe est descendu. Et la citerne était vide. Mais donc ici, c'était l'ensemble. Oui, faites attention. Voilà. Avancé, hein. 12e, 15e siècle, période médiévale, ce château est avant tout un château défensif. On est ici dans le donjon, donc dans la partie la plus défendue du château, la plus solide. Deuxième période, c'est la période Renaissance. Le château va être une retraite, donc un lieu de villégiature pour le seigneur du lieu, qui va recevoir toute une série d'hôtes de marque. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas aller dans tout le site, on ne peut aller que dans cette partie-ci, le donjon, qui est finalement la partie la plus intéressante. Alors, pour rappel, pour ceux qui étaient déjà là, et pour rappel pour les autres, donc ici, on appelle ça la chambre du seigneur, pardon, le salon du seigneur. Ce n'était pas un salon à l'époque. Au Moyen-Âge, il faut savoir que les pièces n'étaient pas dédiées à une fonction. On n'avait pas la chambre, le home à tête de bœuf. Donc ça, c'est le symbole des Demelin. Et donc on est censé avoir ici les armoiries de Melun, mais Deligne qui est arrivé derrière a gratté les armoiries pour bien montrer que le château lui appartenait. Alors, on a tendance à appeler ce lieu-ci la chambre du Seigneur. C'est pas une chambre. Je vous répète, au Moyen-Âge, on n'a pas une chambre, un salon, une salle à manger. On a toujours des pièces qui ont une utilité multiple. Donc, toute la question est de savoir à quoi ça pouvait bien servir cette pièce. Donc, ça n'a été une chambre qu'à l'époque 19e siècle. On verra quand on montera dans les étages que oui, ça devait être un lieu très agréable à vivre ici, puisqu'il a été équipé, on a creusé la cheminée, etc. Donc c'était un lieu qui était chauffé, ouvert sur l'extérieur. Au Moyen-Âge, ce n'est pas du tout le cas. Donc tout le mobilier que vous avez ici est un mobilier 19e. Pour ceux que j'ai déjà vus et pour les autres, au départ, sur le site, on avait deux seigneuries qui s'imbriquaient, une seigneurie religieuse et une seigneurie militaire. La seigneurie religieuse était facilement visible puisque à l'intérieur du site on avait une église. Parce que généralement les gens ils voient un petit peu petit, mais en réalité il est une taille tout à fait humaine et il est carré. C'est ce qui donne cette illusion optique qui fait du matin. Bon, ici ça va être un peu particulier parce que on va devoir, je ne vais pas faire le tour, mais vous allez voir,
C'est une partie extrêmement intéressante. Est-ce que tout le monde m'entend? C'est toujours difficile de parler dans une tour de... Et vous êtes ici la plus défendue du château, sujet aux gens. Si je vais trop vite, que j'avance trop vite d'une pièce à l'autre, n'hésitez pas à me le dire. Alors, si vous avez des questions, vous me les posez, etc. C'est quoi ici, monsieur d'abord? Alors, ici, on appelle ça salle du conseil, mais c'est tout sauf une salle du conseil. Prétendu y voir l'architecte discutant avec la seigneur des lieux. En réalité, ce sont deux personnages qui jouent aux dames. C'est une pierre qui a été récupérée, deux personnages qui jouent aux dames. Alors vous regarderez sur les murs, il y a toute une série de graffitis. Pendant les 2 guerres mondiales, le château a été transformé en hôpital, en lazaret. Et donc sur les murs, vous avez des graffitis.